Et bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 11 décembre et on se voit en mode studio mobile hivernal. Je vous ai pas pu vous prendre ce matin finalement. La température était un petit peu, disons, c'était compliqué sur les routes, donc j'ai pas pris le temps. Je suis arrivée un peu plus tard que prévu au bureau. Bon, voilà, on se prend au moment où on peut. Là. J'ai quand même déjà écouté mes calendriers l'avant, donc les trois. Je peux vous dire que pour le Winston, ça va toujours bien. Donc, How Winston Came Home for Christmas d'Alex T. Smith. Son aventure se poursuit. Il change de lieu presque à tous les chapitres ou aux 2 chapitres. Et il y a toujours la contrainte de est-ce qu'il va finir par revenir à temps pour Noël voir son ami du premier tome. Et est-ce qu'aussi il va avoir réussi à résoudre le mystère qui l'habite, c'est-à-dire retrouver une personne dont il y a des souvenirs un peu flous, mais qui a l'impression qu'il est une personne importante. Ça se passe toujours bien, la narration est vraiment excellente, super dynamique, bien fait aussi pour les plus jeunes. Évidemment, c'est en anglais, mais juste pour vous dire, même si vous n'avez pas un super gros niveau, ça s'écoute très bien. Sinon, le fameux Cozy Love d'Anouk Filippini, c'est intéressant. Là, ça vire un peu en triangle amoureux, je dirais quand même, mais c'est correct, c'est quand même techniquement une romance et un cozy mystery de Noël. Mais ça, j'aime vraiment. Je vous dis, là, les 3 premiers chapitres m'ont un peu déstabilisée, mais après ça, j'aime beaucoup sa plume. C'est-à-dire que là, on comprend vraiment la convention. Puis oui, c'est très, je dirais, jeune adulte. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on a envie de faire début de la vingtaine et tout ça. Mais en même temps, il y a quand même un peu de profondeur. On commence à mieux connaître le personnage principal de Suzanne. Qu'est-ce qu'elle a eu un peu comme passé, les gens qui l'entourent, des amis, des 2 garçons avec qui elle travaille, qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout le même type de personnalité, mais qui finalement vont finir par... elle va comme un petit peu comprendre un peu le principe de l'attraction, puis que comme quoi des fois on contrôle pas tout. Et ça, tout ça sur fond de vraie enquête, parce qu'il y a vraiment eu une mort. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment sympathique, vraiment, vraiment. Ensuite, le fameux Noël au balcon, mort à l'horizon d'Arabelle Lagrim. Je trouve que ça flacote. La raison pour laquelle je pense que c'est complexe pour moi, c'est que j'arrive pas à m'attacher aux personnages. C'est comme si il y a vraiment beaucoup de personnages et je pense qu'il y en a un peu trop. Et que comme il y en a un peu trop, on n'est pas capable de passer beaucoup de temps sur chacun des personnages. Le personnage principal d'Héloïse est là, mais même elle, on dirait qu'on n'arrive pas à assez approfondir. On nous donne des informations par rapport à son histoire, un peu son passé, ça c'est correct. Mais je pense que c'est parce que vraiment le lien, pour moi, se fait pas avec les personnages, alors que tout est là, on dirait, la prémisse pour ça. Est-ce qu'on découvre finalement le lien qui peut la lier à sa grand-mère qui est décédée, qui est Arabelle Lagrim, et d'où vient aussi le côté, les mystères de l'allée 13 du cimetière, quelque chose comme ça, d'où ça vient, ce titre-là. Tout ça, a priori, c'est comme des bons outils, mais on dirait que je sais pas, puis ça me choque parce que j'aime sa plume dans l'absolu. C'est comme... j'aime une partie de sa plume, mais j'aime beaucoup ses idées, mais peut-être pas toujours comment c'est développé. Bref, je continue quand même. Mais bon. Et, ben oui, c'est vrai, il fallait que je vous fasse une recension. Eh mon Dieu, j'étais cool d'où, là. Je voulais vous parler de ce que j'ai terminé hier, qui est le 3e tome du Cozy Christmas Mystery de Karine Pitecki, donc Vol au Métropolis. Ah, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est pas... ça demeure des lectures de plaisance, je dirais. Puis c'est ça que l'autrice propose. C'est dans sa note de l'autrice aussi à la fin, c'est vraiment ça qu'elle propose aussi. Elle dit qu'elle va prendre des fois quelques raccourcis, qu'elle n'a pas nécessairement vérifié la crédibilité de certains détails qu'elle va mettre de l'avant dans des lieux qui sont pourtant des lieux connus. Mais ça se veut vraiment un principe de un peu une comédie policière, comédie romantique policière. Puis ça le fait. On adore les personnages, ou on les déteste, mais peu importe. Les personnages, on y croit. On a le goût de les retrouver. Le fameux duo avec Joe et Laurie, ainsi que les 2 fameuses voisines, le neveu Alex. Toute cette bande-là, on est trop content de les retrouver. Puis là, ben écoutez, ça se développe au niveau interpersonnel, au niveau évolution des personnages principaux. Il y a des gros développements dans celui-là, mais c'est sûr que c'est quand même sur fond d'une enquête qui est quand même importante, qui va amener le lecteur dans vraiment des directions assez surprenantes, plus profondes que qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, tu sais, vraiment
Au départ, ça part avec un vol au Métropolis. Mais finalement, plus ça va, puis plus on essaie de décortiquer qu'est-ce qui se passe, plus on se rend compte qu'il y a plein de gens qui évoluent autour des personnages principaux, qui sont des personnages genre secondaires ponctuels, puis que finalement, on se dit, et là, on les connaît pas tant que ça, dans le fond, peut-être que... Fait que tout le long du livre, l'autrice arrive vraiment à nous faire douter un peu, se dire, ben j'avais-tu raison finalement de faire confiance à ce personnage-là. Les dialogues sont super sympathiques, ça c'est pas prise de tête en même temps. Si c'est très genre langage parlé et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que je voudrais les avoir chez moi? J'adore les couvertures. Pour l'objet livre, je le ferais parce que j'aime vraiment l'objet livre. Mais dans la réalité, c'est vrai que je les relirais pas. Sauf que, éventuellement, si elle arrête de faire des livres de cette série-là, ben peut-être que j'aimerais les avoir pour les relire, juste parce que j'aurais envie de retrouver les personnages. Parce qu'ils sont trop intéressants. Les personnages sont vraiment chouettes. Puis même dans ce qu'elle a dit, ça laisse présager qu'elle va peut-être pas s'enfermer dans le fameux duo des personnages principaux qu'elle a là. Parce que, dans le sens que je pense que ce qu'elle dit, c'est qu'elle-même n'est pas nécessairement patiente avec ce genre des tensions comme ça qui s'étirent sur trop de tombes. Là, dans le fond, ben, c'est quand même d'une durée assez respectable. Puis je n'aurai pas l'autre détail, je ne vais pas vous divulgacher. C'est clairement des romans quand même que c'est une bonne idée de lire dans l'ordre parce que il y a une évolution, on apprend à connaître mieux les personnages, pourquoi ils vont réagir comme ça dans les futures tombes. Les personnages secondaires sont savoureux, là. Genre vraiment, là. Daisy, j'avais oublié Daisy, son assistante, Alex, les deux voisines qui fouinent, on les aime vraiment, même les animaux de compagnie, Clemmy, Winston. On a comme le goût de passer du temps avec eux, fait que bon, voilà. Fait que ça, c'est ma lecture que j'ai terminée hier soir. J'aurais voulu vous en parler, mais j'étais super fatiguée. Il était quand même tard. Mon copain dormait déjà parce qu'il filait moins bien. Puis j'avais des mal de tête et je me suis dit, bah, tu sais, je peux pas ressortir tout mon matos. Donc, vous avez cette recension-là aujourd'hui. Puis là, ben, je me suis retrouvée, comme d'habitude, orpheline de lecture audio. Vous savez comment que j'aime pas bien ça. Puis j'ai cherché, puis clairement, je vais pas lire Les Hauts de Hurlevent, là, Wuthering Heights, parce que à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de me rabattre là-dessus, j'y suis pas allée. Donc, comme je vous disais, là, je l'ai mis de côté. Tant pis, c'est une lecture commune que je ne ferai pas. Puis je verrai. Si jamais je veux lire un jour, je vais peut-être me trouver... Là, j'avais une version audio qui était correcte, mais la narratrice, je n'étais pas trop sûre. Peut-être que si je me trouve une version audio, à un moment donné, qui me parle bien, peut-être que je me réessayerai. Mais là, j'ai décidé de lire un livre que j'avais à la maison, qui était bien évidemment pas dans mes piles du Cold Winter Challenge, mais qui était en fait dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge, un classique. Qui est un livre qui s'appelle Olivetti. Je me souviens plus de l'autrice, je vais vous la mettre, je vais mettre la vignette. C'est un roman, je pense que c'est middle grade. En fait, c'est un roman qui s'articule selon deux points de vue. Selon le point de vue du plus jeune d'une famille assez nombreuse et assez bruyante, qui est un plus jeune qui est plutôt discret, qui parle pas beaucoup, qu'on sent qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'il dise mais qu'il dit pas. Qui est pas très, qui est un peu rejeté à l'école et tout, mais qui est quand même une famille aimante. C'est juste que c'est pas quelqu'un qui se lie facilement. Et le point de vue d'une machine à écrire de marque Olivetti, qui va nous parler en tant que machine à écrire. Et il va se passer quelque chose. Il va y avoir dans cette famille-là, bon, évidemment, au début, on installe les choses. La machine à écrire se présente, dit comment elle a vécu. Elle a joué un rôle important auprès des membres de la famille, puis qu'éventuellement, quand les ordi sont arrivés, ben les gens l'ont un peu oublié. Puis, c'est une machine qui observe tout. Puis, dans le fond, le point de bascule va être quand la maman de cette maison-là, la femme qui est là dans le couple, qui s'est beaucoup attachée à la machine à écrire, va, à un moment donné, du jour au lendemain, partir, puis on ne sait pas trop où elle est. Puis on va comprendre qu'elle est allée déposer la Olivetti dans un prêteur sur gage. Et alors que c'est une Olivetti, c'est une machine à écrire qui voulait dire tellement pour elle. Dans le fond, au sein de la famille, ça va être le jeune garçon qui est un peu timide et renfermé, qui va décider de, comme un peu, essayer d'éclaircir tout ça. Et il va finir par, de ce que je comprends, y arriver parce qu'éventuellement, il va retracer un peu la machine à écrire, même si elle n'est plus à la maison. Et va s'en suivre, je crois, un échange de type journal intime magique, le genre, il écrit sur la machine à écrire, puis je pense que la machine à écrire va y répondre ou je sais pas trop quoi. Fait que c'est super intéressant, puis c'est vraiment cool, puis moi j'aime vraiment les machines à écrire. C'est trop cool, c'est très, à date, le ton est intéressant, malicieux,
et sympatoche pour la Olivetti. Tendre et émouvant pour le jeune garçon, qu'on sent qu'il y a des choses à vivre et que c'est plus difficile pour lui. Fait que je l'écoute en livre audio. C'est un court livre audio. Fait que je ne sais pas si je vais l'avoir terminé aujourd'hui, mais ça se peut que je vous en parle sur 2 jours. Donc, je me suis partie ça. Quand je revenais tantôt, je vais sans doute encore une fois ouvrir tardivement avec vous le calendrier d'album jeunesse du jour, le casse-tête. Et c'est ça. Je vais voir à quoi ça va ressembler. Mais bon, au moins, on s'est parlé une bonne petite dizaine de minutes pour se partir ça. Donc, ben voilà. Allez, on poursuit ça cette journée-là. Et bonjour. Alors, de retour à la maison. Le retour n'a pas été super évident. Les routes sont vraiment glacées. Mais je voulais vous montrer le livre que je suis en train d'écouter. D'ailleurs, je suis quand même bouleversée en ce moment. Ça semble un livre qui est assez en surface, a priori, un livre un peu rigolo, avec un point de vue original. Mais je dirais que je ne pourrais pas vous en parler beaucoup plus, mais il y a beaucoup d'émotions, finalement, au rendez-vous. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est Olivetti et c'est de Ali Millington, publié dans mon édition ici chez Faywell and Friends. Faywell and Friends, New York. Donc voilà. Et je suis rendue, je me souviens plus. Je pense que je suis rendue presque au chapitre. Il me semble que j'étais rendue là. Ici. Ouais. Donc, page 144. Donc, j'ai tout lu de cette partie-ci. Et c'est 144 sur 246. Donc, il me resterait une centaine de pages. Donc, écoutez, ça s'écoute vraiment rapidement. Mais c'est pas léger. Sinon, ben, vous avez vu que j'ai fait j'ai sorti en fait les éléments des calendriers de l'Avent qu'on fait ensemble. Et désolée pour mon toupette, hein, c'est l'élément des tucs. Fait que j'ai bien de la statique. Alors, attention, vous avez vu les mots-clés du casse-tête qui sont Winter Walk. Alors, ça va ressembler à... Ah, c'est cool. Dans le bois cette fois-ci. Avec une petite faune sympathique. Eh bien, super hâte de faire ça. Et sinon, pour le livre de l'album jeunesse, en fait, du calendrier de l'Avent album, c'est une couverture souple. Puis là, on dirait que j'ai comme un flou. Je me souviens plus qu'est-ce que j'avais acheté en couverture souple. C'est un format carré, mais couverture souple. Aucune idée. Ah oui! Chouette! C'était... yes! Je vais pouvoir finalement découvrir la plume de cette autrice-là parce que j'en ai un autre ici à lire, mais je ne l'ai pas encore commencé. Donc, c'est un livre de Jen Campbell, la booktubeuse que je suis, qui est une autrice et une critique aussi de livres. Mais elle fait aussi du booktube, c'est une Britannique. Et je la suis beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Puis, elle avait fait, entre autres, des albums jeunesse, dont celui-ci. On ne voit pas super bien le titre, là, mais c'est Franklin and Luna and the Book of Fairy Tales. Donc, Franklin, je crois, qui est le dragon, et le dragon ici, excusez-moi, et Luna, j'imagine, la jeune fille qui est ici. Et c'est une histoire dont le personnage principal est un dragon. Donc, c'est en effet Franklin. Et sa meilleure amie, c'est Luna. Je me demande juste si c'est le premier... OK, fait que c'est le 3e, dans le fond, dans la série. Il y a eu Franklin's Flying Bookshop et Franklin and Luna Go to the Moon. Donc, voilà. Et sinon, à l'intérieur, ça ressemble à ceci. Ou alors... J'essaie de trouver un autre type d'image. Ceci. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça. Alors, voilà pour les 2 calendriers de l'Avent. Le calendrier d'été, je l'ouvrirai avec vous demain
dans le fond. Fait que je vais voir pour ce soir. Là, je suis avec mon copain, je suis tranquille et tout ça, puis j'ai un fond de mal de tête. Je veux quand même au moins vous faire le retour sur l'album. Je vais voir si j'avance aussi super bien dans le Olivetti. Qu'est-ce que ça va faire? Je sais que j'ai vu qu'il venait juste de paraître ou qu'il va paraître tout bientôt en français. Il me semble que c'est chez Gallimard, mais je suis pas sûre. Fait que je vous mettrai la vignette si jamais. C'est du middle grade, mais c'est du middle grade qui implique des contextes pas nécessairement évidents. En même temps, c'est un roman qui a priori, nous propose une ambiance d'une famille qui a l'air d'être assez liée, qui est dans l'imaginaire, dans les mots, puis qui me fait un petit peu penser. On dirait, moi, j'avais un feeling un peu de la famille Weasley, là. Mais finalement, on se rend compte que peut-être qu'il y a d'autres choses aussi en dessous de tout ça, toute cette espèce de joie exubérante-là. Et le personnage d'Olivetti, qui est la machine à écrire, Olivetti, est quand même intéressant parce qu'on est vraiment dans le côté de une machine à écrire est jamais censée divulguer ce qu'on tape sur elle. On est dans du réalisme, mais juste à part le fait qu'on accepte que la machine à écrire peut interagir avec nous. Et sauf que elle va faire une exception dans ce livre-là en lien avec le plus jeune, en fait, en lien avec Ernest, qui a de la misère à gérer, je pense, sa vie en général, sa place dans la famille. Et suivant, en fait, la disparition de la maman qui s'appelle Béatrice. Donc, il va faire une exception. Puis, comme il était un peu la machine à écrire préférée de Béatrice, ben, il va se dire que cette exception-là, c'est pour une bonne cause et il va comme être capable de recracher qu'est-ce qui a été tapé sur lui-même. Donc, pour nous aider un peu à mieux comprendre. Donc, c'est vraiment super intéressant. Les deux points de vue, ça va bien parce que de toute façon, c'est sûr, c'est des chapitres alternés, mais c'est pas nécessairement un. Mais vous avez toujours le nom de la personne dont c'est le point de vue ainsi que le numéro de chapitre, par exemple, Olivetti 28. Donc, voilà. Alors, je vous en donne des nouvelles si je le termine. Ça, c'est sûr que je vous en donne des nouvelles de toute façon. Puis ça, ben, si je suis détendue, je vais essayer de le faire quand même parce que j'aime bien ça. Ça me détend. Alors, voilà. Donc, on se dit à tantôt au moins minimum. Et bonsoir vous autres. Alors, on se retrouve fin de soirée. Et je vous avertis, je suis super fatiguée, fait que ça se peut que j'arrive pas à faire des phrases super dynamiques, mais bon. Je vais vous parler de 2 lectures. Bon, donc j'ai terminé les deux livres, celui que vous voyez là, puis l'album du jour qui est donc Franklin and Luna in the Book of Fairy Tales de Jane Campbell. C'est publié chez Thames and Hudson. Donc, c'est quand même le 3e dans la série. Je pense que j'aurais peut-être dû les lire dans l'ordre parce que là, dans le fond, c'est un album quand même qui va droit au but. On commence dans le fond en prenant pour acquis un peu que le lecteur est au courant que premièrement Franklin est un dragon, que Luna c'est sa meilleure amie. C'est une histoire qui se passe alors que c'est la fête de Franklin et il a l'impression que tout le monde l'a oublié. Et bien évidemment, tout le monde ne l'a pas oublié. Luna sait qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le village, mais elle veut le distraire, donc elle va l'amener dans une librairie
qui est pas proche de où ils sont habituellement. Et dans cette librairie-là, leur ami, c'est une tortue, je ne sais plus c'est quoi son nom. Mais la fois, c'est l'animal de compagnie de Luna, qui est sa tortue de compagnie, va voir dans cette librairie-là un livre un peu spécial qui est comme fermé avec un cadenas. Et va finir par être capable d'ouvrir le cadenas puis essayer de voir un petit peu à l'intérieur. Et il va être happé dans le livre. Et on va comprendre que c'est le livre des contes de fées. Évidemment, comme Luna et Franklin vont voir que la tortue a disparu dans le livre de contes de fées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi vaillamment plonger dans ce livre-là. Donc, ça va être une aventure pour essayer de retrouver la tortue, mais évidemment à travers les personnages des contes de fées. Et avec une fin qui fait en sorte que, dans le fond, les personnages des contes de fées se disent, ben là, on n'est pas pour rester enfermé dans un livre comme ça, on avance à aller voir du monde aussi. Et bon, ben voilà, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit dans cette histoire-là. Donc, sympathique. Je pense que c'est peut-être les illustrations qui sont un petit peu moins venues me chercher. C'est un style qui est intéressant, mais qui fait un peu plus, je dirais, c'est des traits un peu tirés, on dirait que les personnages ont. C'est un peu naïf, mais c'est un peu comme en deux dimensions. C'est très coloré, mais c'est comme si ça me donnait l'impression que comme ça manque un peu de profondeur, ben ça manque de profondeur, je parle, le dessin est fait comme ça. Ça me donne l'impression qu'on dirait que j'arrive pas tout à fait à saisir les personnages, à saisir ce que ça évoque, mais c'est peut-être juste moi, là, c'est vraiment un goût personnel. Mais sinon, pour l'histoire, c'est une histoire assez dodue quand même. Je dirais que ça s'adresse potentiellement à des jeunes, je dirais au moins dès 6 ans, peut-être dès 5 ans, s'ils ont vraiment une bonne capacité d'attention. Mais c'est quand même une histoire qui est assez longue. Il n'y a pas de structure répétitive. Bien, un peu dans le pays des contes, là, mais pas volontairement. Il y a beaucoup, beaucoup de détails dans les images, donc c'est vraiment comme aussi un âge où, comme à 6 ans, on arrive à lire des longues histoires aussi. On ne veut pas être pris pour des bébés. Et là, on a quand même un duo improbable avec de l'aventure, des références aux contes de fées, plein de détails et des péripéties. Donc, je pense que ça s'adresse un petit peu à cette clientèle-là. Donc, j'ai bien aimé découvrir sa plume. J'en vois que je n'arrive pas encore à saisir exactement c'est quoi son style. En même temps, dans un livre jeunesse, un album jeunesse, c'est plus difficile. Fait que je suis bien contente de l'avoir découverte. J'en ai un autre aussi j'en avais deux de cette série-là. Donc, j'en ai un autre aussi dans mon calendrier, de l'Avent, album jeunesse. Donc, on va voir quand je vais le piger. Mais j'ai hâte de voir, en fait. Il me semble que l'autre que j'ai, c'est le premier. Donc, qui s'appelle Franklin's Flying Bookshop. Il me semble que c'est celui-là. Donc, sans doute que ça va me donner un petit peu la prémisse, savoir c'est qui ces deux-là, puis comment ça se fait qu'ils se sont rencontrés, puis c'est quoi leur complicité. Donc, j'ai trouvé que la plume était créative, beaucoup d'imaginaire, plusieurs rebondissements. En ce qui concerne le style, il y a des moments où ça rime, d'autres où ça rime pas. Dans les livres jeunesse pour enfants, pour cet âge-là, souvent on va miser, surtout dans le côté anglo-saxon, on va, je ne sais pas pourquoi je dis toujours anglo-saxon, dans la littérature jeunesse anglophone, on va miser souvent sur justement des choses qui riment. Des fois, moi, je trouve que ça fait un peu lourd. Là, dans ce cas-là, je pensais qu'il n'y en avait pas du tout, mais il y a des bouts qui sont rimés. Donc, ça m'est apparu un peu plus flou comme écriture, mais comme je vous dis, là, j'ai aussi un de ces recueils qu'elle avait colligés qui sont des nouvelles. Puis il y a un livre que j'aimerais beaucoup lire qui est écrit par elle. Je vais vous mettre la vignette, là, c'est une non-fiction, je pense. Donc j'aimerais ça aussi de découvrir sa plume un peu plus avant pour voir en dehors du contexte d'un album jeunesse. Donc, lecture du jour, bonne lecture. Mais ça n'a pas été un coup de cœur, mais intéressant. J'étais surtout curieuse de découvrir cette autrice-là. Sinon, je viens tout juste de finir l'écoute de ce très émouvant Olivetti. Donc, c'est de Ali Millington, comme j'ai dit tout à l'heure. C'était, tout ce que je peux dire, c'est extrêmement émouvant, extrêmement, c'est remuant, c'est bien fait, c'est sensible, c'est tout en délicatesse. En même temps, il y a des personnages qui sont assez rigolos, dont, dans le fond, l'espèce de personnage secondaire qui est assez important, qui est Quinn, qui est une jeune fille qui travaille, pas qui travaille, mais dont le père possède un pawn shop et chez qui, en fait, potentiellement, Olivetti va potentiellement faire un passage et elle va se retrouver mêlée à la vie de notre fameux Ernest envers et contre lui.
c'est une jeune fille qui est bien déterminée, qui est ouverte à toutes sortes de choses, à toutes sortes de types de monde. Elle, ça la dérange pas qu'Ernest soit un peu différent et tout. Puis elle va tout de suite comprendre qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour essayer d'être lui-même. Puis elle va vraiment essayer de l'aider, même s'il va la repousser plusieurs fois et tout. Mais en même temps, ça a l'air d'être un peu tristounet, mais non, elle est vraiment comique, là. Elle a du caractère, elle a pas froid aux yeux, on l'aime vraiment, cette jeune fille-là. C'est trop, trop chouette. Euh, j'ai beaucoup aimé ça. Mise en contexte intéressante, on apprend à connaître les personnages, éléments perturbateurs, mais un point de bascule assez important. À partir de la moitié du livre, on comprend en fait qu'est-ce qui se passe. On comprend qu'est-ce qui a généré la disparition de la mère. On le comprend un tout petit peu avant même que ce soit verbalisé officiellement, mais pas tant d'avance. Moi, je l'ai compris peut-être une dizaine de pages avant, en me disant, ouais, ça doit être ça. Puis en fait, je me disais même, ah, j'espère que c'est pas ça, parce que c'est ce qui fait que ça devient avec une profondeur différente, avec des sujets abordés justement qui vont aller au-delà du middle grade habituel. Donc, on n'est pas juste dans le côté, comme là, évidemment, au début, ça commence, puis on voit Ernest qui est à l'école, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui se fait un peu intimider, tout ça. Donc, ça, on est plus dans les sujets standards de romans, habituellement, pour 9-12 ans, enfin, middle grade. Mais bientôt, étant donné qu'on a quand même le point de vue d'Olivetti, qui est la machine à écrire, fait que déjà, il faut s'attendre à avoir quelque chose d'un petit peu différent. Mais bientôt, dans le fond, on va comprendre qu'en effet, il y a des ramifications qu'on ne connaît pas puis qu'on finit par comprendre, puis qui sont qui peuvent vraiment bouleverser. J'ose pas vous dire ce que c'est parce que ça va vraiment vous divulgacher, mais il y a quand même des trois avertissements. C'est super bien fait, mais il y a des très bons avertissements. Donc, vraiment, essayez de peut-être, si jamais vous avez des sujets qui sont assez, qui vous font beaucoup réagir, dépendant de votre contexte, je vous invite à peut-être vérifier sur le site de l'éditeur pour voir s'il parle des trois avertissements, parce qu'il y en a quand même. Mais c'est tellement une plume intéressante, c'est une plume qui, premièrement, a une prémisse super originale, qui, je trouve, arrive à faire quelque chose avec cette prémisse-là qui fonctionne, qui fait pas juste d'être un plaquage de je voulais absolument faire une histoire comme ça, puis là, finalement, je l'ai greffé à une autre histoire où il y a potentiellement des sujets un petit peu plus bouleversants. Non, ça fonctionne. C'est comme on y croit, ça peut vraiment, concrètement, être quelque chose qui se passerait dans cette famille-là, assez singulière. En même temps, on ne fait pas cette famille-là non plus une caricature de cette famille-là, c'est-à-dire qu'on la fait avoir aussi des considérations, des problématiques qui font partie des familles régulières, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un Olivetti à la maison. Et c'est pas nécessairement les parties les plus simples qu'ils ont en commun avec les familles régulières. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Cette plume-là est extraordinaire. J'ai pas vérifié si c'était traduit. Ou c'est sûr que c'est ça paru ou ça paraît tout bientôt. En tout cas, je vais vous remettre encore la vignette en français, mais c'est sûr que c'est traduit parce que je l'ai vu passer. Ça vaut vraiment la peine. Le héros, il me semble que c'est 10 ou 11 ans. Il n'est pas le plus vieux dans sa famille. Il y a des gens qui sont plus vieux que lui, mais il y a aussi quelqu'un dans la fratrie qui est plus jeune que lui. C'est intéressant parce que c'est un peu un anti-héros au départ. C'est un jeune qui se tient dans son coin, qui n'ose pas trop, pas trop interagir avec les autres. Puis même qui ne veut pas interagir avec les gens de sa famille parce qu'il est dans sa bulle puis il veut gérer ses affaires pour lui-même. Donc, dès le départ, on sent qu'il n'est pas particulièrement... Il ne sera pas facile à aimer, mais on l'aime assez rapidement. Puis tout ça, c'est parce que grâce à Quinn, qui est la jeune fille qui essaie vraiment de l'aider, on va découvrir Ernest des parties que de lui-même, il ne partagerait pas. Donc, en le voyant agir avec elle, même si c'est des réactions qui sont pas nécessairement positives. Donc, c'est pas évident, mais c'est tout à fait juste dans le contexte que cet enfant-là a et qui vit. Je ne veux pas en parler vraiment plus. Ça fit. Ça peut avoir l'air extrême, mais moi, je trouve que c'est tout à fait plausible. Donc, ça déjà. Puis, on s'attache super gros, comme je vous dis, aux personnages, pas juste aux personnages secondaires, à l'ensemble des personnages qui sont là, à des personnages qui ont une existence plutôt rigolote, puis à d'autres personnages qui ont des bagages très lourds à porter au niveau psychologique. Vraiment, quelle belle découverte.
En livre audio, en plus, c'était extraordinaire, la version audio en langue originale. J'ai aucune idée si on va faire une version audio pour la version française, mais ça vaut le coup de le découvrir. Pourquoi pas? Il y a tellement de couches puis de sujets abordés, des sujets qui sont plus personnels, qui sont liés potentiellement à entre guillemets, une certaine résilience. Mais il y a aussi une quête d'identité, mais qui est de la part de la machine à écrire, qui se demande c'est quoi encore sa pertinence en 2025? Est-ce qu'elle est encore pertinente? Est-ce qu'elle a encore une utilité pour la famille qui l'a accueillie et tout? Donc, on a quand même une vraie quête identitaire, pas juste une quête plaquée ou un peu une vraie quête identitaire qu'on va suivre à travers les points de vue d'Olivetti, tout en, tout en, tout en, tout en côtoyant le fait qu'il soit mêlé avec, justement, essayer de résoudre la disparition de la mère, mais il y a quand même une quête en soi, lui-même, ce personnage-là. Donc, on est vraiment dans une histoire à des doubles quêtes, à la fois le personnage de Ernest et le personnage de Livetti. Et il y a quand même des petits commentaires un peu sociaux de la part de Livetti, parce que ça reste quand même une machine à écrire qui, bien qu'elle comprend que la technologie doit avancer, continue quand même à dire, ben, tu sais, c'est pas évident, dans le fond, de se sentir un peu remplacé et tout ça. Fait que c'est intéressant, les réflexions que ça peut amener. J'aimerais ça. Ce livre-là, je suis sûre que non seulement c'est intéressant si on veut juste le lire au premier degré, mais si on lit, par exemple, en classe, j'aimerais ça être témoin des échanges que ça peut générer, des questionnements que ça peut générer. Ce ne serait pas nécessairement les discussions qui sont nécessairement aisées, mais j'aimerais ça voir qu'est-ce que le public cible tirerait de ce livre-là, au-delà, disons, de l'aventure en tant que telle, de l'enquête en raison par rapport à la disparition de la mère, des deux quêtes identitaires un peu, ou enfin d'autres niveaux dont je ne vais pas vous parler, d'Ernest et de Olivetti. Donc, décidément, très bonne lecture que j'ai finalement par lire au hasard. J'ai fini par lire au hasard. Et bien, ça me fera une lecture pour le Cold Winter Challenge, même si je ne l'ai pas mis dans ma liste. Mais vraiment contente d'avoir découvert ça. Je vous le suggère. Je l'ai dévoré en une journée. Bon, c'était pas un long livre, là. C'était 100, j'ai pas dit qu'est-ce que j'ai dit, c'est 245 pages, je pense, mais en livre audio, je pense que c'est 4 heures quelque chose. 4 heures et quelques. Donc, ça s'écoute très bien. Mais décidément, c'est quelque chose qu'il faut pas... Attendez pas à avoir découvrir ça. Je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'on sent que ça pourrait interpeller un jeune. Mais en même temps, il y a comme un peu de tout pour tout le monde. Fait que c'est un peu comme du 9 à 99 ans, disons. Il y a un peu de tout pour interpeller toutes les générations, les gens de toutes les strates de la société et à la limite, les gens qui sont des hybrides un peu atypiques comme, mettons, Olivetti. Donc, ça fonctionne, c'est... Voilà. Je vais arrêter de déblatérer. Vous avez bien compris que ça m'avait plu. Alors, ben voilà, c'est ainsi que le vlog du jour va se terminer. J'espère que ça vous plaît toujours, ces rencontres-là. On va se retrouver, nous autres, demain pour une suite des choses. Il va encore falloir que je me choisisse un livre audio. J'en finirai jamais. Puis, ben voilà, je poursuis mes lectures de l'avant de toute façon. Puis, ben, je vous reviens dans moins de 24 heures. Alors, ne vous inquiétez pas. Allez, à demain.